rapport décentralisation et approche climatique. Madame Hamel a très bien commencé ma communication en posant une question très importante. Que peut être le lien entre la décentralisation et toute approche climatique? Il faut dire que ça a été aujourd'hui, depuis la matinée, un fil conducteur pratiquement entre toutes les communications à des degrés différents. Que peut présenter la décentralisation au climat? Que peut présenter le climat à la décentralisation? En fait, la décentralisation est un mode d'organisation administrative qui vise le transfert du processus de prise de décision le plus près possible des administrés. Elle constitue le procédé technique qui consiste à conférer des pouvoirs de décision à des organes locaux autonomes distincts de ceux de l'État. Les collectivités locales sont composées d'organes qui sont élus, qui agissent en leur nom et pour leur compte sous le contrôle de l'État. Elles réalisent donc ce va-et-vient magique et indispensable pour la prospérité de toute communauté entre, d'une part, la reconnaissance et la préservation de la spécificité des affaires locales nécessitant une libre administration à travers des organes de proximité qui ont une meilleure connaissance des affaires locales, mais ayant surtout l'avantage d'être plus conscients et plus proches des soucis de tout type de leurs électeurs. On peut citer les soucis économiques, sociaux, mais aussi environnementaux et plus précisément climatiques. D'autre part, la décentralisation garantit et respecte l'unité de l'État, et ce, en prévoyant des mécanismes de contrôle du respect de l'unité, comme la Constitution, les textes juridiques, mais également à travers le partage des soucis à impact certainement national, mais qui se traduisent concrètement et forcément sur un territoire local. Le souci climatique en est une deuxième fois un exemple type. Le lien entre la décentralisation comme procédé apparemment d'organisation administrative et la donnée climatique risque de ne pas paraître à première vue évident, voire difficilement existant. Mais le climat est au cœur de la décentralisation. Il s'infiltre parfois timidement entre ces procédés. Il peut lancer sa germe dans ces grands débats. Il peut même s'imposer suite à des engagements internationaux et nationaux dans les compétences attribuées aux élus et par conséquent dans les outils offerts par la décentralisation comme mode de gouvernance des affaires et des soucis publics dans le souci climatique. La donnée climatique est de nos jours une donnée incontournable pour les pouvoirs publics dans les pouvoirs locaux. Aujourd'hui, les scientifiques sont alertés par la vitesse à laquelle le climat change. Les espèces animales et végétales n'ont pas le temps de s'adapter à des changements climatiques aussi rapides et pour cette raison qu'elles sont menacées et l'homme aussi. La définition actuelle du changement climatique implique que certaines formes de pollution de l'air, résultant principalement de l'activité humaine, menacent de modifier sensiblement le climat, contribuant à un réchauffement global. L'émission de gaz à effet de serre, la surconsommation des ressources planétaires et la réduction des puits naturels de captage du CO2, comme les forêts, accentuent ces changements climatiques. L'industrie, le transport, l'énergie, la mode, l'agriculture intensive, etc., représentent autant de secteurs qui nuisent fortement à l'équilibre climatique. Il est fondamental de chercher des solutions qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux, mais aussi avec les systèmes sociaux. Dans cette perspective, les collectivités locales jouent un rôle privilégié, essentiellement en raison des larges compétences d'urbanisme, d'aménagement du territoire et dans de larges domaines intéressant la vie quotidienne à proximité.
Les compétences locales, notamment celles des communes, constituent un levier. C'est un levier pour agir dans le domaine du climat, pouvant ainsi constituer une dynamique ambitieuse sur ce plan. Certains vont même jusqu'à déclarer que s'il doit y avoir une nouvelle étape de la décentralisation, elle ne peut être que celle qui organisera le combat des collectivités pour la transition climatique de nos jours et de nos territoires. Ainsi, la relation entre la décentralisation et l'approche climatique n'est point une relation qui va dans un seul sens, c'est-à-dire le sens où la décentralisation sert l'approche climatique avec ses outils et ses compétences. Mais elle est mutuelle et dynamique parce que l'approche climatique va permettre un renouveau dans une notion qui commence à vivre chez nous et peut-être ailleurs une certaine crise d'identité. Le défi climatique peut constituer une action publique où il est essentiel de revendiquer une meilleure articulation des capacités des États, mais surtout des collectivités locales, parce que sur un plan concret et pratique, une commune, c'est d'abord un territoire local qui peut subir un défi climatique propre à lui, à l'instar des oasis, des îles et de certaines zones arides. Et c'est aussi une population locale vulnérable qui va faire face à certains risques et changements climatiques qui lui incombent d'abord sur un niveau local, mais aussi qui sera classé comme un problème national. Je fais ici référence à ce qui s'est passé à Derna, en Libye. C'était une question locale par excellence et c'est devenu une question nationale. Je fais aussi référence, aujourd'hui, M. Prière a fait allusion à Sfax. Sfax, le problème des méduses envahissantes, des tortues de mer, le problème aussi des déchets qui apparaissent a priori comme étant un problème local par excellence. Sur ce terrain, les communes sont à nouveau bien placées pour maintes raisons. La sensibilité locale à la préservation du patrimoine commun, la bonne visibilité sur un territoire limité des conséquences environnementales de la décision politique et de l'action des acteurs économiques. Il y a aussi la proximité des élus locaux avec les habitants et leur capacité à nouer des coopérations innovantes sur le plan local pour mener ensuite à une politique écologique conduite localement sur des enjeux locaux. La politique écologique locale a toutes les chances de favoriser l'investissement des habitants dans une approche participative. Et là, l'un des piliers essentiels de la décentralisation, et ce pour les causes climatiques. Ça aussi, en matière climatique comme en matière de décentralisation, ce sont les secrets de cette relation mutuelle. Parce qu'on ne démontre bien que dans l'action, on ne convainc que par des résultats visibles et mesurables, tant avec la décentralisation qu'avec l'approche climatique, il convient de jeter un petit coup d'œil rapide sur ce qui se passe ailleurs au niveau de cette relation mutuelle, avant de se concentrer sur le cas tunisien. Pour nos voisins italiens, par exemple, la commune de Bologne peut paraître comme un exemple, une belle expérience qui peut servir de modèle. Bologne, qui compte à notre connaissance 380 000 habitants, a lancé une expérience intéressante en matière d'adaptation au changement climatique et a axé sa stratégie de lutte contre le changement climatique sur une question qui intéresse entre autres la Tunisie, celle de l'adaptation aux risques liés à la sécheresse d'abord et à la fréquence accrue des précipitations intenses ensuite. La Bologne a réussi à créer ce qu'on appelle un profil climatique local. C'est un profil qui a servi les stratégies locales, certes, mais les stratégies nationales en Italie. En France, en 2015, la coopération décentralisée s'est engagée aussi pour le climat. On a pu recenser des témoignages et des illustrations concrètes d'actions innovantes mises en œuvre par des collectivités françaises.
Il y a eu des échanges durables avec des partenaires étrangers. La délégation pour l'action extérieure des collectivités du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mené un projet intitulé Climat. Ce projet a pour but de soutenir financièrement des projets portés par des collectivités et non pas portés par des États pour lutter contre le dérèglement climatique, à l'instar de la lutte contre la déforestation, la mise en place de diagnostics énergétiques, la sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques. Tant d'exemples sur des terrains d'action très précieux. Dans un rapport d'information publié par le Sénat en 2015, français, on peut saisir que la délégation aux collectivités territoriales a souhaité apporter directement sa contribution à la conférence de Paris sur le climat à travers une initiative climatique et à travers également une négociation internationale. D'ailleurs, l'existence de réseaux de collectivités orientés vers l'action internationale constitue un puissant encouragement à la progression de l'écologie. Par ailleurs, dans certaines expériences, les communes se sont de longue date organisées pour peser sur la négociation interétatique en faisant valoir des possibilités et des exigences tirées de leur expérience. C'est dire une véritable reconnaissance du rôle des collectivités dans l'organisation décentralisée ne peut que servir la lutte contre le changement climatique. Parmi l'ensemble des acteurs publics, c'est aux collectivités, pour l'essentiel, d'atteindre les objectifs fixés par la COP21. Qu'en est-il alors de l'exemple tunisien ? C'est une interrogation qui va aujourd'hui dans un double sens. La Tunisie, comme tous les pays du monde et tout le globe terrestre, vit ses propres défis climatiques sur le plan local et national. Mais elle vit en parallèle une crise, disons, d'identité, voire pour certains, une crise d'existence, ce que je ne partage pas beaucoup, au niveau de la décentralisation qui pèse et risque de peser sur une véritable approche climatique guidée par la technique de la décentralisation. Décentralisation et climat est certes un couple en crise aujourd'hui. Le bilan reste timide, avec des illustrations incomplètes comme preuve de partenariat au niveau de ce couple. Mais restons optimistes pour le futur de cette relation, puisqu'il y a des signes de rétablissement et de dynamique ambitieuse, surtout avec le projet du Code de l'environnement tant attendu. Il faut dire que je vais essayer de résumer parce qu'il y a plusieurs éléments de ma communication, voilà, qui s'année, qui me regardent de loin, oui, bien sûr, qui ont déjà été traités. Pour l'état des lieux et pour la prospectivité. Premièrement, l'état des lieux, c'est d'abord une illustration incomplète. Ensuite, pour la prospectivité, c'est une dynamique ambitieuse. L'état des lieux, une illustration incomplète. Il y a d'abord, dans cette preuve de couple, dans cette preuve de partenariat, une illustration incomplète tant au niveau de la timidité des textes et aussi dans l'insuffisance des outils d'accompagnement. Pour la timidité des textes, Sané a très bien traité de la Constitution, de l'évolution qui a été faite en Tunisie. Une évolution, cela ne veut pas dire forcément un progrès, mais pour résumer, la Constitution de 1959 était désintéressée et de la décentralisation, et de l'environnement en général, et de l'approche climatique. Passant à la Constitution de 2014, qui a traduit doublement un niveau concernant la décentralisation et un niveau environnemental intéressant. Le chapitre 7, qui a prévu la décentralisation, le préambule, il y a plusieurs articles qui ont fait aussi des illusions quant à l'environnement, comme a très bien démontré Sané. Il faut dire que dans toutes ces dispositions, bien qu'ambitieuses, le terme climat, l'expression changement climatique, l'expression un climat local ne figure guère. C'est une quasi-absence expresse
Ceci étant, il est à déduire de la consécration de tout ce qui est relatif en général à l'environnement ou au développement durable. Au niveau des lois, je ne veux pas revenir sur toutes les lois, mais je vais m'intéresser au CCIL si vous permettez. Le CCIL a prévu un territoire local communal qui est considéré comme un levier et un support pour le développement durable. Dès l'exposé des motifs, d'ailleurs, on a noté la nécessité de doter ces collectivités d'une mission de développement qui prenne en compte notamment la planification efficace du territoire, mais aussi avec la protection du milieu et des ressources naturelles, la solidarité entre générations, catégories et régions, avec la participation de la société civile. L'article 1er du Code est express sur la réalisation d'un développement global, durable et équilibré des différentes zones territoriales du pays et de garantir la diversité. Une mission globale, une mission générale. En ce qui concerne encore fois le terme climatique, l'expression changement, approche, profil climatique, toujours inexistante d'une manière expresse dans le CCIL. Bon, je passe alors à l'insuffisance des différents outils d'accompagnement. Les outils d'accompagnement, ce sont les outils qui sont octroyés aux collectivités locales pour aboutir à un but. Ici, nous sommes en train de voir ces différents outils qui vont servir le but climatique et il est dès le départ constatable que ce sont des outils insuffisants. Je peux citer par exemple l'outil institutionnel où il y a une double défaillance au niveau communal et au niveau central. Au niveau communal, la pratique a démontré une certaine tension dans les rapports entre le maire, le conseil municipal et ses commissions permanentes, notamment celles liées à l'environnement. Les exemples dans les communes de la région de Sfax ne manquent pas. Il y a eu même un conflit au niveau des compétences. On note également une absence totale de coordination entre les commissions, alors qu'une approche climatique nécessite une interdisciplinarité et une pluridimensionnalité pour aboutir à cette stratégie climatique locale. Au niveau central également, les rapports État central et communes en matière de l'environnement manquent d'abord de transparence, manquent aussi de définition de frontières en tout ce qui est un partage de compétences. L'outil financier également, il pèse définitivement en matière de lutte contre tout ce qui est climatique, puisque le CCIL, il charge les communes de prévoir des crédits pour appuyer les projets environnementaux d'économie verte et sociale, comme le ramassage des déchets, les composts, le recyclage, l'économie d'énergie, etc. Pour l'outil partenarial, Yessine a très bien dimensionné cet outil, la notion de partenariat prend des formes multiples, notamment en matière environnementale. Le partenariat public-public entre les collectivités publiques, il est possible actuellement entre communes et c'est la base de l'article 40 du CCIL. Ensuite, il y a aussi le partenariat public-privé. Dans le cadre de la décentralisation, les collectivités doivent ouvrir des pistes de collaboration. Et là, c'est un chemin à faire, c'est un chemin à franchir et qui est très important pour la Tunisie. Le marché public ou dans les contrats de PPP, le code d'État et ses différentes formes sont précisés leurs domaines qui peuvent concerner des activités et des services verts tels que les énergies renouvelables. Il y a aussi l'outil de la participation de la société civile et du citoyen que je considère comme étant un outil très important dans cette relation. Un constat assez lourd, loin de favoriser toute stratégie climatique locale. Ceci étant, la prospectivité dans la dynamique
ambitieuse. Les intervenants de la matinée ont très bien fait allusion à ce point. Il y a un titre 4 intitulé « Lutte contre les effets des changements climatiques » dans le projet du Code à venir, où il y a 2 chapitres. Le premier chapitre présente les principes de lutte contre les changements climatiques, le deuxième, les mécanismes de lutte contre ces changements. Là, dans ce projet, il y a une véritable intervention et une véritable place pour la collectivité locale, soit à travers la détermination de compétences propres, il y a aussi allusion au profil climatique local, ou à travers la détermination de véritables mécanismes, ce que je considère comme étant un véritable atout, parce que dans le droit, le texte ne suffit pas, il doit être accompagné forcément par le concret, et le concret, ce sont les mécanismes d'intervention. La décentralisation est l'école primaire de la démocratie. C'est un adage en droit administratif. Mais je pense que la décentralisation n'est pas seulement l'école primaire de la démocratie. Elle est aussi l'école primaire des droits humains. Elle est aussi, par conséquent, celle de la réflexion d'abord et des actions ensuite autour du climat. La décentralisation ne doit pas nous faire peur aujourd'hui en Tunisie. C'est un levier sur plusieurs plans, dont notamment le plan climatique. Merci pour votre attention.